Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous et bonjour à vous, messieurs. Emmanuel Manou-Retonil de Butagaz est avec nous. Hugues Ferbeuf de Shift Project est avec nous. Également Clément Jeannot de Blockchain Partner, je ne me trompe pas, c'est vous. Et Laurent Bernard, cofondateur d'EcoJoco, pour parler de cette empreinte technologique fléau du 21e siècle. D'ailleurs, ce qui serait marrant, si on pouvait le décompter, ce serait savoir, parce que je vois des téléphones portables allumés, là, combien aurons-nous consommé durant ces 35 minutes tous ensemble avec nos appareils numériques? On va essayer de réfléchir à ça. On fera le tour juste après. En tout cas, c'est vrai que la prolifération d'outils et de technologies de plus en plus énergivores, c'est un vrai sujet parce que ça participe à notre empreinte carbone et on n'y pense pas forcément et on va voir pourquoi. Emmanuel Manou-Retonil, donc chez Butagaz, vous êtes directeur de New Business Développement et Innovation, vous êtes un fournisseur d'énergie. Donc vous travaillez déjà, ça on sait déjà qu'on peut essayer de consommer mieux. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites chez Butagaz pour qu'on consomme un petit peu mieux, nous tous? Oui, alors effectivement, on est fournisseur d'énergie depuis de nombreuses années. Beaucoup de monde connaissent avant tout nos bouteilles de gaz. Mais pour illustrer la variété de ce que ça représente d'être fournisseur d'énergie aujourd'hui chez nous, c'est des bouteilles de gaz, c'est du gaz en citerne, ça c'est le gaz à la campagne, là où le réseau de gaz naturel ne passe pas. On vend aussi du gaz naturel, on vend de l'électricité, on vend des granulés de bois, et on fait tout ça parce qu'on est avant tout des distributeurs et tournés vers le consommateur en fait, et la satisfaction de ses besoins énergétiques. C'est un besoin essentiel. Alors qu'est-ce qu'on fait pour consommer mieux? Ce n'est pas la seule dimension de ce qu'on fait, mais une dimension qui a été largement médiatisée, c'est d'aller chercher des énergies renouvelables et de soutenir leur développement. Donc on a par exemple des offres qui ont démarré l'an dernier de commercialisation de biométhane. C'est du gaz naturel produit à partir de déchets ou de résidus de l'industrie agricole et qui sont injectés dans le réseau de gaz naturel. Donc c'est de l'énergie renouvelable, c'est du gaz, mais de l'énergie renouvelable. Et puis un autre engagement qu'on a annoncé en début d'année, c'est qu'on va compenser l'intégralité des émissions de carbone associées à la combustion du gaz consommé par nos clients particuliers. Donc concrètement, on achète des certificats. Ces certificats, ils financent des projets qui permettent de capter ou de réduire les émissions de carbone. Alors peut-être pas directement en France ou pas tous, mais pour les émissions de carbone, on parle d'un problème global. Donc voilà, c'est déjà des initiatives de ce genre-là. Et puis vous travaillez avec des startups aussi pour nous inciter, nous, et pour nous montrer de quelle manière on peut consommer mieux, on peut atteindre cette sobriété énergétique qui va peut-être nous amener à cette sobriété numérique. Oui, parce que l'enjeu de notre secteur, c'est effectivement de réduire notre empreinte. Puisque, en gros, nous, on est le problème. C'est ça, vous voilà, êtes montré du doigt. On vend de l'énergie, on vend beaucoup d'énergie fossile encore aujourd'hui. L'important, c'est un agenda structurant pour toute notre industrie, de réduire notre empreinte carbone et de réduire plus globalement l'impact qu'on a sur l'environnement. Donc on le fait à travers les initiatives dont je parlais, mais avant de consommer mieux, en fait, il faut toujours penser à consommer moins. Et si on listait en fait tout ce qu'on fait pour aider nos clients à consommer moins, ce serait une liste beaucoup plus longue. Alors, en particulier, on travaille avec des startups. Laurent d'EcoJoco va pouvoir présenter aussi ce produit en particulier. Il y en a quelques autres pour aider des clients particuliers, des clients industriels à mieux comprendre leur consommation. Et quand on comprend mieux sa consommation, on va pouvoir trouver les moyens de l'optimiser et de ne consommer que ce qui est nécessaire. Parce que c'est vrai, on sait évidemment que quand on laisse des appareils allumés, ça nous paraît assez logique, ça consomme, mais on va voir aussi que ça peut être un peu plus compliqué que ça. Laurent Bernard, donc justement, EcoJoco, vous concevez et vendez un objet connecté, un assistant d'économie d'énergie. C'est bien ça? Comment ça marche? Exactement, donc c'est assez simple. Donc son objectif, c'est une baisse de la consommation d'électricité de la maison. Donc c'est très très simple en fonctionnement. C'est un objet qui va vous donner la consommation d'électricité en temps réel à la maison pour simplement comprendre ce qui se passe. Et ça rejoint sur le premier point. Si vous comprenez ce qui se passe chez vous, vous allez pouvoir agir. En fait, on ne s'en aperçoit pas, mais on gaspille en permanence de l'électricité à la maison parce que l'électricité n'est pas visible. Elle l'est encore moins quand elle est dans des data centers, mais rien que l'électricité de votre four, enfin de ce que vous avez à la maison n'est pas visible. Et en fait, nous, notre travail, ça va être de vous accompagner pour comprendre cette électricité. Et donc, on a une intelligence artificielle qui va regarder votre signal électrique et un peu comme Shazam, va être capable de vous dire les appareils qui s'allument et qui s'éteignent chez vous.
Et enfin, le troisième point, on va vous proposer des actions concrètes pour baisser. À la fin, le gain il est colossal, hein, c'est 25%, des études notamment du CNRS qui montrent qu'on gaspille à peu près 25% de notre électricité à la maison. Ça fait combien par an? Alors pour nous, on se concentre sur les gens qui se chauffent à l'électricité notamment, donc c'est à peu près un tiers des foyers français. Donc c'est ceux, ils ont une facture d'électricité qui est colossale, hein, c'est un SMIC net. Donc premier mois de l'année, je passe sur ma facture d'électricité. Donc pour eux, ça va être entre 300 et 400 euros d'électricité à gagner. Donc un gain économique, mais évidemment un gain écologique aussi, on en est tous convaincus. Mais nous, on le résume en disant, si tous les humains font comme les Français, on aura besoin en ressources totales de 2,8 planètes. Donc ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose de tous les côtés. On est là pour présenter quelques solutions, mais effectivement, ce que vous nous dites aussi, c'est que si 5% des Français utilisaient votre équipement, petit coup de pub au passage, on éteint un réacteur nucléaire. Oui, c'est assez simple. En fait, si on reprend l'ensemble des études sur le sujet, et d'ailleurs, l'État essaye d'avancer là-dessus, mais un gain de 25%, c'est colossal. Il y a plein d'autres exemples comme ça, mais l'ensemble des équipements qui permettent de comprendre cette consommation d'électricité permet un gain colossal. Donc 5%, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire, mais on pourrait aller bien au-delà, évidemment. Alors si on reprend votre idée là, des Cogeco, on rappelle juste que vous venez de finir l'opération de crowdfunding, donc il fallait jusqu'ici se mettre sur liste d'attente sur votre site internet, et ça y est, là les ventes vont commencer en février. Hein. Ouais, exactement, ça commence en février, nos soutiens de notre campagne de crowdfunding qui ont permis de lancer le projet ont tous été livrés, et donc on continue à améliorer le produit, donc notre prochaine étape à nous c'est de diffuser le plus largement possible les Cogeco. Mais est-ce que grâce à votre produit, on peut voir véritablement, puisque c'est notre sujet du jour, ce qu'on consomme par nos appareils numériques? Parce que là, vous avez parlé du chauffage électrique, vous avez parlé de l'électroménager, mais tous ces appareils électroniques, cette high-tech, ces appareils numériques qu'on a chez nous. Exactement. En fait, les appareils numériques en particulier, ça va surtout se voir sur la veille. Il faut savoir, par exemple, qu'en France, en moyenne, on dépense 80 € d'électricité par an. Donc sur ces veilles, rien que ces veilles cachées là, donc il y a des appareils numériques, mais pas que. 80 € d'électricité par an sur les appareils en veille. Exactement. Okay. Ça représente, désolé de parler de réacteurs nucléaires, mais encore plusieurs réacteurs nucléaires. C'est-à-dire qu'en France, on a des réacteurs nucléaires qui tournent pour presque rien. La plupart de ces veilles servent à rien. Et donc sur les appareils numériques, ordinateur, smartphone, il y a des choses à faire très très simples qui permettent de baisser ça. Mais le premier pas, qui est vraiment le plus important, c'est de prendre conscience. C'est d'arriver à voir, et donc c'est aussi l'intérêt de ce débat, c'est de prendre conscience de ce qu'il consomme. Et donc il y a bien la consommation de mon appareil, mon ordinateur que je charge, mais il y a aussi, je pense qu'on va revenir dessus, la fabrication. Rien que le fait d'acheter un matériel, ça a un impact hyper important parce qu'on extrait des matériaux. Et il y a, on parlait aussi des serveurs. Nous, en l'occurrence, on a une intelligence artificielle, mais tous ces serveurs-là consomment aussi. On va revenir sur tous ces points, mais effectivement, déjà, attention à la mise en veille, ça c'est un premier point, et on reviendra sur les solutions. Hugues Ferbeuf, directeur de projet Shift Project, c'est un think tank depuis 10 ans qui facilite la transition vers une économie décarbonée et influence auprès des décideurs et chefs d'entreprise. Et depuis 2017, vous avez lancé Lean ICT pour une sobriété numérique. Donc c'est un grand projet effectivement d'évaluation et puis de recherche de solutions dans cette consommation numérique. Vous avez publié en octobre dernier la phase 1 du projet. Quelle est votre première conclusion justement sur la consommation? Parce qu'on voit c'est quand même très difficile à évaluer, on en a à peu près conscience de certaines choses. La mise en veille, peut-être que certains d'entre vous en avaient déjà entendu parler, de ne pas laisser les appareils en veille, mais il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez évaluer ou nous donner un ordre d'idée? Alors, très rapidement, je crois qu'il y a deux choses qui frappent lorsqu'on regarde le sujet de près. Et la première chose qui frappe, c'est qu'en fait, une grande partie de la consommation énergétique du numérique est cachée. Et je reprends ce que mon voisin disait. Si vous regardez ce que vos appareils, votre smartphone, votre ordinateur, votre télévision, parce qu'aujourd'hui les téléviseurs sont des objets connectés, consomment, ça représente à peu près 20% de l'énergie réellement consommée par le numérique. Effectivement, lorsqu'on achète un appareil numérique,
dans certains cas, on est, je dirais en quelque sorte, responsable de 90% de l'énergie que va consommer cet appareil avant même de l'avoir utilisé. C'est le cas par exemple des smartphones. C'est-à-dire que si on garde son smartphone 2 ans, ce qui est un peu plus que ce qu'on fait en France aujourd'hui, 90% de l'énergie consommée par ce smartphone, c'est celle qui a été utilisée pour le construire. Pour le construire, ça veut dire extraire les métaux qui sont nécessaires pour le fabriquer, assembler les composants, Les allers-retours de et transport. ensuite distribuer les smartphones là où on les vend. Donc à la fois dans les pays développés et les pays en développement. Donc première chose, effectivement, il faut mieux acheter. En tout cas, il faut regarder à ce moment-là. Essayer tant que possible. Ceci dit, pour l'instant, l'offre n'est pas pléthorique pour essayer de mieux acheter. Mais après, ce que vous dites, si on regarde la consommation numérique, par exemple, vous me disiez, regarder, le simple fait de regarder une vidéo, c'est terrible. Oui, alors ça fait partie là aussi de la face cachée du numérique. C'est-à-dire que, prenons un exemple. Concret. Donc, si je regarde une vidéo en haute définition, parce que maintenant c'est devenu la norme, de 10 minutes en streaming sur mon smartphone. Si on s'amusait à mesurer la consommation d'électricité du smartphone pour faire ça, elle est faible, elle est très faible. Le problème, c'est que pour pouvoir faire ça, vous allez utiliser un volume énorme de ressources que vous ne voyez pas. À commencer par les réseaux de télécommunications qui vont être utilisés pour diffuser les vidéos, et puis les data centers où sont stockées les vidéos et où il va falloir faire tourner des machines pour que vous puissiez regarder cette vidéo. En fait, l'énergie consommée pendant que vous faites ça, c'est 1000 fois l'énergie uniquement consommée par le smartphone. Donc l'effet de levier que représente cette face cachée du numérique, elle est énorme et elle est à la source, en fait, en grande partie, de la surconsommation énergétique du numérique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'augmentation de consommation du numérique, c'est à peu près 9% par an. 9% par an, c'est à comparer à un rythme de croissance de la consommation énergétique finale dans le monde d'à peu près 1 à 1,5%. Donc vous voyez, on est dans un rapport de 1 à 9. Plus vite. Ça va beaucoup plus vite et ça a pour conséquence de rendre encore plus difficile la trajectoire sur laquelle on doit s'engager, qui doit nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, on ne pourra le faire que si on maîtrise la consommation énergétique. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Vous avez dit une première chose, finalement, Hugues Verboeuf. Déjà, on fait attention, autant que faire se peut, à ce qu'on achète. Là, ça sera une première prise de conscience. C'est ce que vous disiez aussi, Laurent. Deuxième chose que vous êtes en train de nous dire, comme pour plein d'autres choses, d'ailleurs, on est dans une société de la surconsommation, on consomme moins. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à tout le monde, consommer moins de vidéos, utiliser moins de mails? Est-ce que véritablement c'est faisable ça aujourd'hui? Est-ce que c'est faisable? En tout cas, ça n'est pas ce qu'on fait, ça c'est clair. En fait, lorsque vous posez la question, ça revient à se demander si la lutte contre le réchauffement climatique est faisable. Parce que le phénomène de surconsommation qu'on trouve sur le numérique, on le retrouve dans d'autres secteurs. Et c'est clair que si nous ne nous décidons pas à revoir nos usages, nous n'arriverons pas à réaliser les économies d'énergie nécessaires. Laurent, vous vous dites, c'est difficile de demander aux gens de regarder moins de vidéos. Oui, en fait, donc nous, c'est opérationnellement, notre travail, c'est d'accompagner les gens à mettre en place des actions. Donc en fait, on propose une centaine d'actions pour baisser la consommation à la maison. Et c'est vrai qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là parce que ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de modifier les comportements, mais sans impact sur le confort. Notre boulot, c'est de faire en sorte que les gens ils se lèvent de leur canapé et qu'ils baissent leur consommation. Du coup, peut-être que du coup, ça suffira pas. Et ben voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, l'ADEME a dit tout simplement regardez moins la télé, éteignez votre télé quand vous la regardez pas. Nous, on l'a pas mis parce qu'on a cette action dans notre service.
parce qu'on pense qu'il y a plein d'autres actions, déjà plus simples encore, qu'on peut mettre en place. Mais Néanmoins, j'ai une question Ouais. toute simple et totalement naïve, messieurs, je ne sais pas qui veut répondre, mais est-ce qu'à un moment donné, vu ce que vous nous racontez sur la consommation à l'intérieur de la maison, est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas imaginer quelque chose qui fait que, oui, on pourrait couper notre disjoncteur tous les jours, mais simplement avec la domotique qui existe aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas, quand on sort de chez soi, tout couper et tout rallumer quand on rentre? Je sais pas. donc ouais, bien sûr. Laurent. Bien sûr, oui, il y a plein de choses à faire. Mais la première étape, elle est vraiment très importante, c'est la prise de conscience. Donc, automatiser ça, c'est très tentant, mais déjà, il faut avoir compris l'intérêt. Vous n'allez pas automatiser votre chauffe-eau, par exemple, qui est très intéressant et très rentable à automatiser, si vous n'avez pas compris ces impacts-là. Ouais, mais du coup, ça fait tout d'un coup, et ça prend aussi nos appareils numériques qui sont un vrai souci dont on n'a pas encore pris conscience. Exactement. De la consommation. Tout à fait. énergétique. Après, il y a bien un impact au niveau de l'achat, il y a un impact au niveau des usages, et il y a aussi un impact qui peut être indirect, c'est-à-dire nous, consommateurs, exigeons auprès des fabricants qui respectent des écolabels, exigeons que dans les data centers, ils soient sur des énergies vertes, par exemple de butagaz, et on voit bien que le problème il est global, puisque vos données, vous ne savez même pas où elles sont. Aujourd'hui, vos données sur Quant, sur un moteur de recherche qui va bien, on le sait, mais s'il y a plein d'autres, on ne sait même pas où elles sont. L'énergie qui est consommée, est-ce qu'elle est en France ou est-ce qu'elle est en Allemagne? Le rapport, il est de 8 sur les émissions de CO2. Donc, Et sur il y a la question de l'obsolescence programmée aussi, bien sûr, on en a souvent parlé pour l'électroménager, mais ce que vous me disiez, Hugues Ferbeuf, c'est déjà, si on arrête de renouveler, d'acheter un nouveau smartphone tous les 18 mois, mais tous les 3 ans, déjà on gagne énormément. Oui, alors notamment en France, parce qu'en France, l'électricité est très décarbonée. Donc le fait qu'on utilise de l'électricité émet peu de carbone. Par contre, là où on fabrique les smartphones, d'une part, une grosse partie de l'énergie, c'est du pétrole. Pour extraire les métaux, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Et d'autre part, dans les chaînes de montage, c'est souvent de l'électricité qui, elle, est carbonée. En fait, 99% de l'empreinte carbone en France du smartphone, c'est la production. Donc, par exemple, pouvoir, changer son smartphone tous les 3 ans au lieu de tous les 18 mois, ça divise par 2 l'impact carbone des smartphones. CQFD. Et ça, je vais continuer 30 secondes, je pense que ça n'est pas forcément une réduction de confort. C'est une réduction de confort si on est effectivement dans une situation où par construction, le smartphone au bout de 2 ans donne des signes de faiblesse. Oui, c'est ça. Clément Jeannot, pardon, je ne vous ai pas encore donné la parole, cofondateur de Blockchain Partner. La low-tech, finalement, ce qui existe déjà, à votre avis, est-ce que c'est viable aujourd'hui, vous qui êtes le nettant en permanence? Parce que justement, on parlait de prise de conscience, ça fait moins parler que des choses extraordinaires qui consomment beaucoup, comme Hyperloop. Je pense effectivement qu'il y a 2 grands sujets qui sont encore finalement assez peu évoqués. D'abord le sujet de la consommation énergétique, mais je dirais au-delà de l'empreinte écologique du numérique, et les travaux du Shift Project sont essentiels à cet égard. Donc ça, c'est des choses dont il faut beaucoup plus parler. Et en fait, la low-tech, je la range là-dedans, c'est-à-dire c'est des choses qui sont finalement jugées assez peu sexy, peu spectaculaires, mais qui font complètement partie de la solution, mais qui sont aujourd'hui pas du tout dans le paradigme de la Startup Nation, la tech, etc. Donc ça, c'est tout un pan essentiel qu'on a pas mal évoqué ici. Il y a un deuxième pan qui me semble essentiel, qui n'est pas du point de vue consommateur, et c'est ce sujet que je voulais, c'est pour ça que je participais à cette table ronde, c'est du point de vue des acteurs du numérique, notamment des entrepreneurs. Voilà, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, une des clés du problème, c'est pour moi la croyance immodérée que la tech va résoudre les problèmes non seulement du climat, mais aussi, c'est un sujet dont on n'a pas parlé encore ici, de la biodiversité, qui est souvent le grand oublié quand on parle d'écologie. Il n'y a pas que le climat, il y a aussi la biodiversité. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si on continue de penser, on continue de dire et de laisser croire que la tech est la solution, et bien en fait finalement c'est qu'on n'a pas pris l'ampleur de la gravité du problème, et donc en fait que la tech, que le secteur tech est un frein à faire miroiter des promesses
ça peut être un frein. Donc c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est aussi, il faut savoir aussi dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et donc là aujourd'hui, moi, je parle en tant qu'entrepreneur du secteur tech, au-delà de ma start-up. C'est ce message de dire amis, entrepreneurs, acteurs du secteur, peut-être ayons cette prise de conscience-là. Pour l'avoir, le message, c'est de dire voilà, on a peut-être chacun, on part de chacun d'idées différentes sur ces sujets, mais peut-être ayons la démarche d'aller lire, écouter des avis différenciants. Donc par exemple, aller lire les travaux du Shift Project, mais pas que. Et se dire en fait, attendez, jusqu'ici je pensais que la solution pourrait être la tech, mais peut-être qu'en fait c'est un autre paradigme. Peut-être que par exemple, comprendre que déjà la trajectoire de 1,5 et 2 degrés, déjà c'est quasi impossible à l'horizon 2100, et donc déjà penser l'adaptation. Et donc là la technologie peut offrir des solutions d'adaptation. Moi c'est pour ça que je travaille dans mon secteur. Il faut avoir un temps d'avance. Bah, c'est un temps d'avance parce que de toute façon il y a des choses qui sont déjà irréversibles. C'est-à-dire que moi il y a des choses qui me hérissent, c'est quand j'entends pourquoi l'IA ou comment l'IA peut sauver le climat, ou pourquoi la blockchain, et c'est mon secteur, donc je pense que je peux en parler, pourquoi la blockchain peut sauver ceci ou cela. Mais non, c'est pas ça en fait. Il y a déjà des choses qui sont irréversibles. La question c'est comment on minimise l'impact, donc comment on évite d'aller à 3 ou 4 degrés. Pour ça, comprendre ce que c'est 3 ou 4 degrés. Et ensuite, comment on prépare une adaptation qui, de toute façon, devra se faire tôt ou tard. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un tas de startups, comme vous le disiez, qui se sont penchés sur ces questions-là et qui offrent des possibilités. Pardon, mais Ecojoko, c'est un petit peu l'idée. En 2 secondes, dites-moi justement combien consomme votre appareil, parce qu'on est dans le vif du sujet, là, doté d'intelligence artificielle, Laurent. Exactement, et on rejoint complètement ce qui vient de dire là. Nous, on n'est pas du tout dans une béatitude devant la technologie. Il se trouve qu'on adore la technologie et qu'on adore aussi l'écologie. Et donc, on en a fait Ecojoko. Ecojoko, il consomme 1,5 watts de consommation, et ça rejoint ce qui était dit avant, c'est-à-dire que c'est très très faible en fait par rapport à son impact. Sa vrai impact, c'est sur la fabrication, c'est-à-dire l'ensemble des matériaux qu'on utilise. Nous, on a calculé notre impact CO2 équivalent, et en 3 mois en France, on est impact zéro, et en Allemagne, je crois que c'est en quelques jours. Donc voilà, donc nous c'est comme ça qu'on le traite, mais on est un peu particulier parce que notre utilité, c'est de faire baisser la consommation et donc d'avoir un impact sur l'environnement. Quand vous achetez n'importe quoi, un smartphone ou une nouvelle tablette, elle va jamais réduire son impact écologique. De toute façon, elle sera jamais impact zéro. Bien entendu, mais effectivement, il y a plein de solutions, d'applis, de propositions qui peut-être oublient de regarder à l'intérieur. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser aussi, Emmanuel Manouret-Tonil. Chez Butagaz, vous l'avez dit, vous regardez la consommation énergétique, vous regardez la consommation énergétique des particuliers, mais dans l'entreprise, dans votre entreprise, qui est une grande entreprise, est-ce que vous vous êtes posé cette question-là déjà de la sobriété numérique, parce que j'imagine que les entreprises sont aussi de grandes consommatrices. Alors effectivement, on est consommateur de technologie en tant qu'entreprise et en tant que collaborateur, et puis parfois c'est les usages qu'on a appris à la maison qui se retrouvent dans l'entreprise et inversement, donc en fait des habitudes de vie deviennent des habitudes de travail. On se partage des vidéos, etc. Alors, je pense que dans beaucoup d'entreprises, il y a déjà eu des efforts. Ils peuvent paraître dérisoires, mais les bons conseils du type, plutôt que d'envoyer à 25 personnes un email avec une pièce jointe de 80 mégas, est-ce qu'on peut la mettre sur un serveur partagé et la modifier tous ensemble pour qu'elle ne soit pas copiée 75 fois? Alors, ils méritent quand même d'être répétés. Alors, c'est des choses qui ont été faites. On n'arrêtera pas. Je pense que là où c'est important d'avancer, c'est dans la prise de conscience. Donc je fais un petit aparté, mais pour nous, si on veut cibler, si on veut avoir un impact, la première chose qu'on doit faire, et on est fiers de le faire, c'est d'aider nos clients à consommer moins d'énergie, et en particulier moins d'énergie fossile. D'où la compensation carbone, d'où le biométhane. Ces choses-là, elles doivent être faites en premier. Ensuite, effectivement, il faut aussi regarder à notre porte. Et je pense que là, l'important, c'est de parler de la prise de conscience de l'impact qu'on a dans nos comportements dans l'entreprise et
et à la maison, et de parler de cet impact sur différentes dimensions, des dimensions qui sont visibles et invisibles. Ah oui, c'est ce que l'invisible, disait c'est tout le à l'heure data Hugues. center, mais ce qui est peut-être très visible pour moi en tant que collaborateur, c'est que je reçois une centaine d'emails par jour, que j'arrive plus à les lire, que ça commence à être un peu gavant, et que voilà, j'ai envie que les choses changent, parce que ça, c'est un impact visible. Donc on pourrait parler de l'empreinte technologique aussi sur notre vie mentale. Hein, et ça peut être un driver fort, en fait, pour nous donner envie de changer et de remettre en cause nos habitudes. Donc, c'est des petites choses à notre niveau. Voilà, on est aussi une entreprise industrielle. Là, on peut travailler sur les consommations de nos sites industriels, sur les consommations de tous les camions qui livrent nos clients. L'état d'esprit se retrouve. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, on sait que maintenant, à peu ou prou, toutes les entreprises sont engagées sur ces questions RSE, sur les questions environnementales, sur toutes ces questions-là. Et la question du numérique, je n'ai pas l'impression qu'elle soit soulevée, ou alors je pense qu'elle est un petit peu le dernier dossier de la dernière pile. C'est un peu l'impression que vous avez, Hugues? Oui, enfin, moi je dirais que ça change, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, lorsqu'on a commencé le travail, ce que vous dites est tout à fait vrai. Je pense que le sujet monte en visibilité, ne serait-ce que parce que avec la tertiarisation et l'avancement dans la transition numérique des entreprises, eh bien en fait l'infrastructure numérique représente une part de plus en plus importante de l'empreinte carbone de l'entreprise. Et donc il y a une attention qui se porte là-dessus, alors que ça n'était pas encore le cas. Après, là où ça devient à la fois plus important et plus compliqué, c'est de comprendre quels sont les mécanismes qui vont permettre d'éviter que cette empreinte carbone augmente démesurément. Et donc il y a à la fois les usages internes de l'entreprise, mais il y a aussi la façon en fait, dont l'entreprise va structurer sa transition numérique, parce que ce qu'elle va faire ou ne pas faire va impacter ses consommateurs. Et donc, d'une certaine façon, la solution ou l'approche à retenir, c'est de structurer la transition numérique par rapport à une finalité qui est la transition énergétique. Oui, c'est bien ce qu'on disait. Tout ceci est lié. Dans votre entreprise, Clément Jeannot, du coup, vous disiez que vous êtes au cœur du sujet. Est-ce que ce sont des questions très terre à terre que vous vous êtes déjà posées, sur lesquelles vous avez discuté avec vos collaborateurs? Oui, alors il y a 2 niveaux. Donc nous, on est une petite start-up, on est 20 personnes. Donc des choses toutes bêtes. On a remplacé les gobelets en plastique par des tasses. Alors on discutait avant le panel si c'était vraiment le plus écologique. Il y a toujours des questions évidemment à prendre en compte. Le deuxième niveau au-delà, c'est que moi je travaille sur un domaine, donc la blockchain, qui est très décrié en matière d'écologie, puisqu'on peut lire à droite à gauche que ça consomme autant qu'un pays comme le Danemark ou d'autres choses comme ça. Et c'est pas vrai? Alors en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de chiffre précis. Il n'y a pas d'étude scientifique qui a été faite sur le sujet. Il n'y en a aucune en fait dans le monde. Ensuite, la deuxième chose à dire, c'est qu'on confond 2 choses. On confond consommation énergétique et empreinte écologique. Pourquoi c'est pas pareil? C'est pas pareil parce qu'en fait, on oublie de voir qu'il y a une distinction entre production énergétique et consommation énergétique. Il y a des sources de production d'énergie qui produisent de l'énergie qui n'est pas consommée. Et donc en fait, ce qui va se passer, sans rentrer dans le détail de comment fonctionnent les blockchains, les acteurs des blockchains vont aller se plugger à ces sources-là et vont aller utiliser ce qu'on appelle l'énergie fatale, donc l'énergie qui est de toute façon produite, mais qui n'est pas consommée. Et en plus, ça va au-delà, puisque ces acteurs-là vont permettre de rentabiliser des sites de production d'énergie renouvelable qui se rentabilisent sur plusieurs années, 7, 8, 10 ans, et qui vont justement, le temps que ces sites soient rentables, vont pouvoir d'apporter une rentabilité leur permettant en fait, de continuer. Donc en fait, d'un certain point de vue, ça aide aussi. C'est pas pour nier les impacts écologiques que la technologie et notamment la blockchain peut avoir, mais c'est simplement pour apporter un peu de nuance. Au-delà, je pense qu'en fait, ce qui est essentiel de voir, c'est que il y a pas mal la plupart des technologies, toutes les technologies ont un impact. Ce qu'il faut voir, c'est contrebalancer avec aussi quels autres apports elles peuvent avoir, quels apports elles peuvent avoir pour la société. Et donc, voilà, moi, si je bosse dans ce secteur, c'est parce que je pense qu'il y a des apports énormes, notamment en termes d'inclusion financière, pour les 2 milliards d'adultes sur Terre qui n'ont pas accès aux services financiers, etc., etc. Et donc, il faut avoir une vision, en fait, voilà, un peu holistique, se dire, voilà, est-ce que la consommation énergétique de ces technologies valent le coup par rapport aux avantages que ça peut apporter.
Je parlais tout à l'heure de préparer l'adaptation. Je pense qu'effectivement, si les dangers du réchauffement climatique, du dérèglement climatique se manifestent concrètement, et c'est tout à fait possible, il y aura un certain nombre de catastrophes qui pourraient se produire. Et donc la question de l'inclusion, notamment financière, toutes les populations en difficulté, je pense au Bangladesh, je pense à énormément de pays, vont se poser. Et là, des technologies nouvelles pourront aider des populations qui n'auront pas accès à des services, qui seront plus fournis par l'État, plus fournis par des acteurs privés parfois. Donc vous allez apporter un peu d'outils technologiques à des gens qui n'en ont pas encore et donc qui vont avoir un nouvel impact sur l'environnement. Pardon, je me fais l'avocat du diable. Non, mais vous avez complètement raison, mais d'où l'importance de relier ça à la low-tech. C'est pour ça qu'il y a tout est en train de se relier, ça va mettre plusieurs années, voire plusieurs décennies. L'idéal à atteindre, c'est que je ne sais pas, horizon 20 ans, on puisse avoir, à partir d'un téléphone qui soit dit low-tech, malgré l'impact qu'il pourrait avoir, pouvoir avoir accès à des services financiers pour tous, sans condition de ressources, qu'on soit habitant d'un pays développé ou surtout non développé. Il faut voir qu'il y a par exemple au Venezuela ou en Afrique, dans des pays où le système monétaire, où la corruption est forte, il y a déjà des usages comme ça. On peut avoir des clichés, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des pays qui font déjà ce leapfrog, ce saut de grenouille, où en fait, ils passent déjà aux technologies les plus récentes et qui aident très concrètement des populations en difficulté. Donc voilà, mettre en balance ça. Mais pour revenir justement, nous, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes problèmes. On parle là de Français, d'occidentaux finalement. Hugues Ferbeuf, où on est à la surconsommation, on a combien? Vous savez à peu près combien on a d'appareils numériques chez nous, français? Vous avez... Oui, alors il y a une étude qui avait été faite par l'association GSMA et en 2012, donc dans un foyer typique de l'OCDE, il y avait à peu près 10 équipements numériques. 2012. 2012. Autant dire 2012. au siècle dernier, quoi. Aujourd'hui, on est autour d'une vingtaine. Et on prévoit qu'en 2022, au rythme actuel, il y en aura une cinquantaine. Waouh. Ah oui, wow. Oui. Mais alors, du coup, si on termine la boucle, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, justement. Est-ce que ce qui se met en place, là aussi quand même un petit peu, sur le recyclage, sur la récupération, parce que un petit peu, il y a quand même quelques initiatives mais pas assez, de ces appareils. Est-ce que ça peut être utile ou pour vous, c'est bullshit, c'est rien, quoi? Non, ça peut être utile, mais on est loin d'être là où on devrait être. Ah bah, je suis d'accord. Dans le monde, on est à peu près à 15% des appareils électroniques sont récupérés par un circuit officiel. 15% dans le monde. 15% ouais. Dans le monde, et encore c'est optimiste. En France, on est aux alentours de 40-45%. C'est pas mal. Alors c'est pas mal, sauf que ensuite il faut voir ce qu'il advient des appareils. Il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord, peut-on rénover l'appareil pour le rendre réutilisable? Bon. Ça commence à se mettre en place. Et on voit notamment apparaître tout un ensemble de magasins qui font ce genre de choses. Après, ultimement, une fois que l'appareil véritablement ne peut plus fonctionner, eh bien, il faut savoir ce qu'on en fait. Et le problème, c'est que la façon dont on fabrique ces appareils rend le recyclage très compliqué. C'est-à-dire qu'on récupère en fait très peu de matières premières à partir de l'appareil. Mais ça, c'est un vrai sujet parce que... je raconte ma vie 2 secondes, mais mon fils, l'autre jour, justement, dit, on déménage, donc, j'ai ça, qu'est-ce que je fais de ma mini-caméra, de mon vieux téléphone, du truc, tout ça? Qu'est-ce que j'en fais? Il me demandait lui-même. Donc aujourd'hui, c'est la génération qui arrive, qui va prendre conscience de ça, qui dit, je ne vais pas les mettre à la poubelle. Vous vouliez répondre? Justement, là-dessus, il y a, à mon avis, 2 choses à distinguer. Il y a d'un côté l'efficience énergétique, donc typiquement votre solution, et d'un autre côté la sobriété énergétique, qui n'est pas exactement la même chose, en fait. C'est cette idée de moins consommer, en fait, dans l'absolu, de ne pas acheter le produit qui, peut-être, il y a une superbe efficience énergétique, mais tout simplement, peut-être, de ne pas l'acheter. Et ce sera la vraie sobriété énergétique. Et c'est là toute la difficulté de réussir à baisser notre consommation.
Et c'est pour ça que voilà, je suis un peu critique d'une vision d'un solutionnisme technologique, comme vous l'aurez compris. Non pas que la technologie ne peut pas aider, je pense que ça peut aider, mais je réitère que c'est pas ça qui va nous sauver. Ah non, mais d'ailleurs, on vous a pas donné de solution pour nous sauver aujourd'hui. On vous a donné des pistes et on espère, on a beaucoup répété le mot aujourd'hui, qu'il y aura une prise de conscience de vous tous, de tous autour de la table, de nous tous finalement, et que de plus en plus, le petit côté optimiste, Hugues Verboeuf, on va finir là-dessus, c'est que depuis que vous avez présenté votre première partie là, de Lean ICT en octobre, vous me disiez que vous êtes de plus en plus invité à des conférences. Ah, voilà. Eh ben, on espère que beaucoup de gens ont envie d'entendre ça, ou en tout cas de se faire dire des choses qui ne sont pas très agréables à entendre parfois, mais comme ça, on va peut-être faire un peu bouger les choses. Merci infiniment à tous les quatre, Hugues Verboeuf, Laurent Bernard, Emmanuel Manouret-Tonil et Clément Jeannot. Merci à vous tous. Je vous laisse pour la fin de la journée.